Bon, je pense que les gens vont peut-être se connecter petit à petit. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Et puis, de toute façon, il y aura la présentation. On aura le temps ensuite de se préparer pour les questions. Donc, bonsoir. Bienvenue à tous à cette édition 2021 de la Fête de la Science connectée. Nous espérons pouvoir en faire une en présentiel peut-être l'année prochaine, mais c'est la deuxième édition que nous faisons en connecté. Ce qui permet aussi à peut-être plus de gens d'y participer, donc c'est pas mal. Vous avez la chance ce soir d'avoir Georgia Quérin avec nous, qui est neurologue responsable de la plateforme d'essais cliniques iMotion Adulte à l'Institut de myologie. Donc je vais vous resituer l'apéro labo. Donc déjà, cette fête de la science est organisée par l'AFM Téléthon, une association que vous connaissez certainement tous, de malades et de parents de malades. Donc le combat, voilà, vise à mettre au point des nouveaux médicaments innovants et d'aider toutes les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leur pathologie, qui est souvent rare, évolutive, parfois incurable. Elle développe une stratégie du coup d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes. Ce n'est pas que les maladies neuromusculaires, mais il y a aussi les maladies du foie, de l'œil, du sang, de la peau, du muscle, des déficits immunitaires, donc beaucoup de familles de pathologies. Aujourd'hui, je sais, vous êtes peut-être donateur, adhérent, bénévole, vous êtes peut-être aussi atteint d'une maladie ou proche d'une personne atteinte d'une maladie. Et vous savez que le Téléthon permet aujourd'hui déjà de nombreuses victoires sur ces maladies, qu'il y a des centaines de malades qui ont déjà pu être traités grâce aux dons, grâce au Téléthon chaque année, on sera à la 35e édition cette année au mois de décembre. Donc, on n'a plus de preuves à faire de ce côté-là. Mais malheureusement, il y a quand même encore beaucoup de familles et de patients qui attendent des traitements. Donc la recherche, c'est long, c'est beaucoup de travail, mais c'est grâce aux dons en partie du Téléthon qu'on avance chaque jour un peu plus vite. Et donc, c'est des choses qu'on partage en toute transparence à l'association avec vous. Alors moi, je m'appelle Delphine Olivier, je serai votre modératrice pour l'apéro de ce soir avec Georgia qui va faire sa présentation sur les essais cliniques. Nous travaillons toutes les deux à l'Institut de myologie. L'Institut de myologie, c'est un laboratoire de recherche et de soins, de recherche clinique, qui est un des laboratoires donc, de l'AFM Téléthon. Mais nous sommes basés au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans le 13e, puisque nous avons aussi une unité de soins et un service de neuromyologie dédié, où nous recevons beaucoup de malades chaque année qui sont suivis. Et Georgia travaille dans le service et la plateforme d'essais cliniques adultes. Nous avons également une plateforme d'essais cliniques pédiatriques qui se trouve à l'hôpital Trousseau. Et elle va nous expliquer aujourd'hui ce qu'est un essai clinique, à quoi ça sert, comment ça se passe. Et elle est prête à répondre aussi à toutes vos questions par la suite. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'écouter sa présentation. Et au fil de l'eau, si vous avez des questions, je vous propose de les poser, si vous le souhaitez, dans le fil de la conversation que vous avez sur Teams, sur votre droite. Vous pouvez les écrire. Ou, si vous préférez prendre la parole à la fin, poser votre question en direct, c'est possible aussi. Je vous donnerai la parole une fois que Georgia aura terminé. Vous pouvez lever la main dans ce cas-là avec les petits emojis que vous avez en haut de votre écran sur la bande noire. Vous avez des petits pouces, un petit cœur, vous avez une main levée. Donc, si vous souhaitez intervenir, et on prendra la question à ce moment-là en fin de présentation. Donc, nous avons à peu près une demi-heure de présentation avec Georgia et on aura tout le temps de prendre toutes vos questions à la fin, sans aucun souci. Voilà, donc je laisse la parole à Georgia. Merci Georgia. Merci Delphine, merci beaucoup de l'introduction. Merci à tous les présents et merci à la FM Téléthon d'organiser cette fête de la science comme tous les ans. Donc la thématique de ce soir, comme on vient de le dire, c'est qu'est-ce que c'est un essai clinique, comment ça se passe et à quoi ça sert. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un essai clinique? Un essai clinique, c'est une étude, enfin c'est une recherche qui se passe chez l'homme et dans laquelle les participants ou des groupes de participants sont soit des malades, soit des sujets sains et qui sont soumis à des interventions d'ordre sanitaire qu'on veut étudier. Donc du coup, quand on parle d'essais cliniques,
on parle un peu d'études dans un sens un peu large. Donc, on peut parler aussi d'essais d'histoire naturelle qui impliquent que les patients viennent sur site, ils font des évaluations qui sont prévues dans un protocole et qu'il n'y a pas d'intervention supplémentaire. Mais du coup, là, on est particulièrement intéressé aux essais thérapeutiques. Ça veut dire que ce sont des études qu'on mène chez l'homme pour tester l'efficacité et les possibles effets secondaires d'un nouveau traitement qu'on est en train de développer. Et donc, ce qu'on veut bien démontrer, c'est ces nouveaux traitements, il marche, il a une efficacité sur la progression de la maladie plutôt que sur la survie ou sur la qualité de vie du patient. Et en même temps, on veut s'assurer qu'il soit sûr et qu'il n'y a pas de risques majeurs pour les patients. Donc, on veut tester ces effets secondaires. Donc, d'un côté, il est très important de pouvoir assurer que les résultats qu'on obtient sont fiables, donc de très bonne qualité, puisqu'ils sont nécessaires après à faire avancer les dossiers et à obtenir éventuellement une mise sur les marchés pour les médicaments. Et en même temps, il faut que ça se passe en sécurité pour les participants. Et donc, on met en place des stratégies de protection des patients, en général des sujets qui participent à la recherche. Et donc, quelle est la cible? Les essais thérapeutiques peuvent tester l'efficacité des nouveaux médicaments ou d'une association des médicaments, notamment pour des maladies qui ont déjà un traitement de fond qui est reconnu et approuvé. On peut tester des nouvelles stratégies de traitement et les comparer aux traitements classiques. En même temps, on peut tester une nouvelle façon d'administrer les traitements, par exemple, pour des traitements qui sont d'habitude injectés par voie intraveineuse ou même par voie intrathécale, comme ça arrive relativement souvent, on peut comparer avec des formes orales. Donc, on compare l'efficacité ou les effets secondaires des différentes stratégies de traitement. Et en plus, on peut tester des nouvelles techniques, notamment, là, on rentre un peu surtout dans les champs de la chirurgie, mais par exemple, on peut comparer différentes stratégies chirurgicales pour voir quelle est la plus efficace, la plus facile à mettre en place et la plus sûre pour les patients. Donc, ça reste très, très large. Et en général, on teste un traitement, un nouveau type de traitement chez différents groupes de patients. Donc, comment ça s'organise? Du coup, c'est une longue histoire qui commence avec des tests précliniques qui se font dans des modèles. On commence par des modèles par exemple, sur des cellules. On passe après chez l'animal, donc on fait des tests précliniques. Et une fois qu'on a arrivé à démontrer qu'il y a une possible efficacité dans les traitements d'un certain mécanisme qui est à la base de maladie, on peut demander que la molécule, plutôt que, plus en général, les traitements, soit testés chez l'homme. Et donc, on fait différentes phases, à partir de la phase 1 jusqu'à la phase 4, qui prévoit un nombre croissant de participants et qui ont des objectifs un peu différents. C'est-à-dire que dans la phase 1, ce qu'on veut voir, c'est de tester la sécurité du traitement et la tolérance. Donc déjà, s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires majeurs. Et on essaye d'aller étudier chez l'homme quels sont les mécanismes au niveau cellulaire et moléculaire et en général sur les effets les effets biologiques que la molécule détermine chez l'homme. Ça, c'est la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Et du coup, ça se fait sur des petits groupes de patients. Et si on démontre que la molécule ne détermine pas trop de dangers pour les sujets qui sont traités, on peut passer à la phase 2. Donc, dans la phase 2, on essaie d'identifier quelle est la dose cible, donc la bonne dose pour obtenir des résultats et ne pas déclencher des effets secondaires. Et là, on commence à essayer de démontrer l'efficacité, même sur les plans statistiques, et donc on traite un plus grand nombre de patients. Et ensuite, on passe à la phase 3. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des grands groupes, des grandes cohortes des patients pour pouvoir démontrer sur les plans statistiques et dans un contexte qui ressemble plus ou moins à la vraie vie, quelle est l'efficacité et quels sont les effets secondaires qui peuvent être fréquents dans les traitements qui sont en cours d'étude. Si la phase 3 se passe bien, on arrive à démontrer que le traitement est efficace, là, on peut demander une autorisation de mise sur le marché et donc que les traitements soient utilisés dans la pratique clinique.
Et donc, bon, ça, ce n'est pas la fin de l'histoire, du coup, parce que même une fois que les nouveaux médicaments sont approuvés, on peut rentrer dans une phase 4, donc dans une phase post-marketing. Et ça implique de faire une surveillance continue des effets positifs ou négatifs que chaque médicament peut avoir chez les patients. Donc, ça peut se faire par une pharmacovigilance. Donc, chaque médecin est tenu et invité à signaler les effets secondaires des médicaments, mais on peut organiser aussi des vraies études qui prévoient des protocoles précis et donc un suivi très, très carré des patients pour pouvoir obtenir des données sur l'efficacité sur le long terme et dans un contexte de vraie vie, donc de la vraie pratique clinique. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail des phases, et surtout pour vous faire un peu un exemple de comment ça marche, il y a relativement un grand nombre de molécules qui sont testées dans des phases 1. Et du coup, là, on est à 70% des produits qui sont expérimentés en général. Mais après, à chaque passage, il faut bien garder en tête qu'on perd une partie des molécules ou des traitements en général. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des molécules qui passent de la phase préclinique à la phase clinique, mais qu'après, il y en a beaucoup qui ne sont pas validés. C'est-à-dire que soit on n'arrive pas à démontrer le mécanisme d'action, soit on identifie des risques pour les sujets traités. Et donc, il y en a beaucoup moins qui passent à la phase 2 et beaucoup moins encore qui passent à la phase 4. Et en parallèle, la durée de l'étude souvent s'allonge à partir de la phase 1 jusqu'à la phase 4 et surtout le nombre des patients qui participent passe de quelques patients à des grosses cohortes. Ce qui peut être difficile à atteindre si on travaille avec des maladies rares, comme par exemple les maladies neuromusculaires, puisque souvent on n'a pas assez de malades, puisqu'il s'agit de maladies rares ou pas assez de malades qui ont les bons critères. Donc, il y a des enjeux et des difficultés qui peuvent des fois ralentir l'évolution et les passages d'une phase à l'autre. Et donc, dans la pratique, comment ça marche? Une grosse majorité des essais cliniques, notamment des essais des phases 2 et 3, se déroulent en double aveugle. Ça veut dire que déjà qu'une partie des patients ou des sujets est traitée avec la vraie molécule et qu'il y en a une partie qui est traitée avec un placebo. Le placebo, c'est un comprimé plutôt qu'une solution qui est identique au traitement, mais qui ne contient pas de molécules actives. Et donc, on traite les patients en double aveugle, ça veut dire que ni les patients ni les médecins est informé de quel traitement les patients sont en train de recevoir, avec l'objectif d'avoir des résultats qui soient valables et les plus objectifs possibles. Ça, c'est pour éviter d'avoir des patients qui ont un effet placebo, c'est-à-dire qui s'améliorent sous placebo parce que l'effet d'être pris en charge et de participer à l'étude les fait sentir mieux. Donc ça, on veut l'éviter, on veut avoir des résultats très fiables et donc on utilise cette technique de double aveugle. En même temps, on utilise une technique qu'on appelle répartition aléatoire. Ça veut dire qu'il y a une répartition au hasard, comme un tirage au sort, qui décide si un patient reçoit les placebos ou les vrais traitements. Là, à ce moment, ça se fait par des algorithmes informatisés, mais bon, tout au début de l'histoire de la recherche clinique, c'était vraiment tiré au sort de façon beaucoup plus simple, mais quand même, ça reste complètement au hasard. Ça, c'est aussi pour standardiser les données et pour ne pas, pour éviter d'avoir des influences de la part, par exemple, des médecins plutôt que de quelqu'un d'autre qui participe à l'étude et qui pourrait rendre les données moins fiables. Donc, avant de faire ça, carrément, les patients doivent être bien informés de ce qu'il est en train de faire. Donc, il faut que les protocoles soient bien expliqués par l'investigateur et qu'il soit bien au courant de ces techniques de répartition aléatoire et double aveugle. Donc, il faut qu'il soit au courant des risques. Et du coup, pour bien démontrer qu'il a été informé, les patients et les médecins de son côté signent un consentement éclairé qui est comme un contrat et qui est témoignage du fait que les patients ont été bien prévenus. Ça, c'est, l'objectif, c'est du coup de protéger le patient et d'être transparent sur les avantages et les possibles
les possibles risques. Et du coup, la signature de consentement est vraiment la base de l'essai clinique. Sans signature de consentement, on ne peut rien faire. Les patients ne peuvent pas participer s'il n'a pas signé. Donc, qu'est-ce que ça implique pour les patients, le fait de participer à un essai? Ça dépend beaucoup de l'essai, mais carrément, ça permet d'avoir accès à des traitements innovants et potentiellement efficaces de façon un peu plus rapide par rapport aux patients qui ne participent pas. Donc, il y a des possibles avantages pour les patients, mais en général, la relevance primaire, c'est vraiment de participer à un essai qui va faire avancer les possibilités de traitement pour tous les patients atteints d'une maladie spécifique. Ce qui est très important pour les patients atteints de maladies rares, en sachant qu'on n'a pas assez de patients et que des fois, c'est très difficile d'avoir suffisamment d'inclusion pour pouvoir démontrer l'efficacité d'un traitement. Donc, il y a un double intérêt. Un intérêt carrément pour les suivis immédiats du patient et un intérêt un peu plus général dans la perspective de pouvoir traiter des plus grands nombres de patients. Donc, nous, on s'occupe de maladies neuromusculaires qui sont des maladies rares, mais les maladies rares il en existe de plusieurs types et pas que dans les domaines du nerf musculaire. Dans notre cas, elles peuvent toucher les enfants et les adultes. Donc, l'organisation de l'essai est un peu variable puisque chez les adultes, c'est les patients qui s'engagent directement à la participation de l'étude et c'est les patients qui sont informés en première ligne. Chez les enfants, bien sûr, l'enfant est informé, mais carrément, il y a une participation majeure de la part des parents, ça c'est évident, et on essaye de mettre en place des stratégies pour la protection du coup de l'enfant, donc du patient et de toute sa famille. Il faut que tout soit bien expliqué et qu'on essaye de mettre le plus à l'aise possible l'ensemble de la famille du patient. Et donc, d'habitude, c'est les patients ou sa famille qui est informé de l'existence d'un essai thérapeutique. Donc, ça peut se faire par plusieurs biais. C'est-à-dire que pour ce qui concerne les maladies rares, souvent les patients sont suivis dans des centres référents qui sont souvent les centres qui participent aux essais. Et j'ai fait l'exemple de la Salpêtrière, mais ça marche de façon similaire dans tous les centres. On a des cohortes des patients qui existent déjà. Ça veut dire que quand en consultation, nous voyons des patients avec des maladies rares, on crée des listes avec les caractéristiques de chaque patient auxquelles on peut accéder pour pouvoir proposer des essais thérapeutiques au bon groupe de patients et rendre donc l'accès plus rapide. En même temps, les essais sont publiés de façon publique. Il y a des sites qui affichent la liste des essais qui se déroulent. Et après, par exemple, il y a des associations des malades. On cite carrément l'AFM Téléthon qui font des mises à jour constantes pour prévenir les patients de la possibilité de participer à un essai. Donc, une fois qu'on a pris contact avec les patients ou avec sa famille, les médecins doivent expliquer de façon très claire quels sont les objectifs de l'essai, quels sont les bénéfices possibles pour les patients, quels sont les bénéfices sur le long terme pour le traitement des autres patients et quels sont les risques, donc les possibles effets secondaires, mais aussi, il faut que ce soit bien clair quels sont les enjeux pratiques du protocole. C'est-à-dire que des fois, ça peut être très dur pour les patients parce qu'il faut revenir à l'hôpital tout le temps, il y a plein de visites. Sur le plan psychologique, ça peut être difficile aussi. Donc, il faut que vraiment tout soit clair et les médecins doivent se mettre à disposition du patient ou de sa famille pour qu'il ait toutes les informations pour pouvoir décider s'il veut participer ou pas. Et donc, après l'information, tout le monde signe de son côté pour bien démontrer que cette procédure a été suivie et que du coup, toutes les informations ont été données. Donc, une fois que le consentement est signé, le consentement se signe, je répète, en premier, il y a une phase qu'on dit de sélection. C'est-à-dire qu'il y a une vérification des critères d'inclusion et de non-inclusion. Parce qu'en fait, dans une même cohorte de patients, pas tous les sujets pourront participer. Chaque essai a en fait des critères d'inclusion et de non-inclusion. D'habitude, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des critères précis, par exemple d'âge ou de sexe ou des diagnostics génétiques ou, par exemple, il y a des critères par rapport au traitement concomitant, puisque ça nous permet d'avoir des populations homogènes et donc d'avoir des données qui sont plus faciles à analyser et donc qui
sont plus fiables et qui vont nous permettre d'identifier les résultats positifs ou négatifs de l'étude. En même temps, il y a aussi l'objectif de protéger les patients, c'est-à-dire que le fait d'avoir des comorbidités plutôt que, par exemple, d'être traité par d'autres traitements concomitants peut rajouter un risque qui peut être exagéré par rapport aux avantages. Et donc les patients ne pourront pas participer pour ne pas l'exposer à un risque majeur. Donc, on fait d'habitude une visite de sélection pour valider les critères d'inclusion et de non-inclusion. Une fois que les patients est inclus, ils participent du coup au protocole. Les protocoles sont organisés sur plusieurs visites qui peuvent se dérouler sur site, donc à l'hôpital, mais là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'essais qui mettent en place des évaluations à distance, en virtuel, ou avec des professionnels qui se déplacent à domicile du patient. Ça a été mis en place pendant le Covid pour essayer d'assurer la prise en charge des patients qui étaient traités par des molécules expérimentales. Et on a vu que ça marche très bien et que souvent ça soulage beaucoup les patients et que ça réduit le nombre de déplacements à l'hôpital. Donc on continue et il y a un intérêt à développer tout ce qui est distanciel et domicile. Du coup, pendant le déroulement de l'étude, on administre les traitements ou les placebos selon les modalités qui sont indiquées dans le protocole et on met en place une surveillance très étroite de tout effet indésirable. Du coup, la durée du protocole et le nombre de visites est très variable. On arrive jusqu'à 2 ans d'observation avec 40-50 visites. Avec une fréquence très variable, on passe d'une visite tous les 6 mois à une visite tous les 3 jours sur plusieurs mois. Donc, ça fait partie aussi de l'information aux patients. Il faut que les patients et sa famille soient bien conscients du fait que ça implique de passer beaucoup de temps à l'hôpital et de se faire évaluer tout le temps pour permettre d'avoir les informations nécessaires sur l'efficacité du traitement. Donc, un peu plus dans les spécifiques, chez les patients neuromusculaires, les évaluations prévoient, par exemple, des évaluations de la force musculaire grâce à l'utilisation d'outils spécifiques, mais aussi l'évaluation de la performance dans les exécutions de tâches motrices, ou plutôt que de l'évaluation de l'autonomie du patient, de sa qualité de vie au quotidien. Et si on a des enfants, on évalue l'apprentissage et on essaye de se faire une idée de comment ils sont en train de grandir en utilisant des paramètres, désolé, très, très précis. Et du coup, en tout ça, le patient est soumis à plein d'évaluations. Il est traité par un traitement un peu inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger? Parce que, du coup, ça reste une priorité dans tous les essais, que les patients soient protégés, qu'on ne l'expose pas à des risques inutiles. Donc, il y a plusieurs étapes de contrôle des essais. Déjà, tout protocole doit passer par des comités de protection des personnes, les CPP, et il y a différentes autorités sanitaires. Tout le monde connaît probablement l'ANSM, mais il y en a plusieurs qui contrôlent, qui font déjà une évaluation préliminaire avant la mise en place de l'essai et qui font des contrôles pendant toute la durée de l'essai pour s'assurer que l'essai soit bien mené, qu'il n'y a pas de risque pour les patients, que l'effet secondaire ne soit pas exagéré. Donc, il y a un suivi continu. En plus, souvent, on a des comités de surveillance indépendants, ça veut dire qu'ils ne font pas partie ni du centre investigateur, les participants ne font pas partie du centre investigateur ni du promoteur. Par exemple, ça ne peut pas être quelqu'un qui vient d'un laboratoire pharma. Ce sont des experts indépendants qui donnent leur avis et qui peuvent décider d'arrêter l'essai si le risque est exagéré. Du coup, le fait de voir qu'il y a beaucoup d'effets secondaires ou par exemple que le traitement est vraiment inefficace, peut déterminer un arrêt prématuré du traitement ou la sortie d'un sujet spécifique si on voit que l'étude pourrait être nocive pour sa santé. Et en même temps, les mêmes structures sont censées s'assurer de la qualité des résultats. Et donc, du coup, les essais sont menés par des équipes très formées. On est formé aux bonnes pratiques cliniques, mais pour chaque essai, on fait des formations spécifiques pour chaque évaluation. On est formé au type de traitement, à la préparation du traitement, on est formé aux effets secondaires. Donc,
il faut démontrer que tout le personnel est bien formé. Il y a des équipes de recherche clinique sont composées par du personnel dédié. Là, on cite les attachés de recherche clinique, mais on a des infirmiers qui sont dédiés à faire des essais et carrément des médecins experts. Dans le but d'obtenir en même temps une bonne qualité des données. Les données doivent être vraiment précises et il faut éviter tout type d'erreur parce que sinon on ne pourra pas valider les résultats, et en même temps il faut que la prise en charge du patient soit très bien faite et dans un contexte très protégé, et on essaye en plus de mettre les patients les plus à l'aise possible sur le plan pratique. Et donc, quand on arrive à la fin de l'essai, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être problématique des fois, c'est-à-dire que si le traitement ne marche pas, l'essai se termine, les patients n'est plus traités, ils reprennent son suivi normal. Par contre, si ça marche, des fois, on est confronté au problème de permettre au patient de continuer son traitement dans l'attente qu'il soit approuvé, en sachant que il y a souvent un délai administratif, disons, entre les moments dont l'essai se termine et les moments dont les données sont soumises aux autorités sanitaires. Et après, il faut il y a un délai pour l'instruction du dossier, l'analyse des données, et après, pour arriver à la mise sur les marchés, ça peut prendre des mois. Et donc, carrément, si les médicaments marchent, on va essayer de ne pas l'arrêter. Il faut que les patients continuent son traitement. Et donc, il existe des stratégies qu'on a en France, mais qui sont plus ou moins homogènes en Europe. Déjà, l'Agence européenne du médicament, comme l'FDA, a de fast track, ça veut dire des procédures plus rapides pour l'analyse des résultats des essais sur des maladies rares. Et en parallèle, on peut demander par exemple des ATU, des autorisations temporaires d'utilisation, ou d'autres stratégies pour pouvoir permettre aux patients d'avoir accès au traitement. Des fois, ça ne marche pas et malheureusement, on est obligé à arrêter les traitements, mais on essaye vraiment de l'éviter, surtout si on a une efficacité démontrée. Désolée. Et donc, pour terminer, je voulais vous montrer quelques chiffres sur les essais cliniques un peu en général. Là, si on regarde sur les sites clinicaltrials.gov, c'est les sites officiels du gouvernement américain qui liste tous les essais en cours. On a presque 70 000 études interventionnelles qui sont en cours, dont 18 000 en Europe. Et si on se concentre sur les maladies neuromusculaires, on en a plus que 1000, dont 340 en Europe. Donc, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'on va en avoir encore plus. On peut faire mieux du coup. Pour ce qui concerne notre activité et l'activité de la FM Téléthon, il y a 40 essais qui sont en cours ou en préparation et qui sont soutenus par la FM, et qui concernent 31 maladies rares, neuromusculaires, mais aussi non neuromusculaires. Pour ce qui concerne le nombre d'études qui est mené dans chaque maladie, la fréquence est très variable, en sachant qu'elle est vraiment liée à la fréquence de la maladie. C'est-à-dire que carrément, il y a plus d'essais dans la dystrophie de Duchenne que dans des myopathies myotubulaires qui sont très, très rares. Ceci dit, les maladies très, très rares, parmi les maladies rares, il y en a des très, très rares, posent vraiment des difficultés pratiques dans l'organisation des essais, puisqu'il est difficile de constituer des cohortes. Et donc, on se retrouve obligé à adapter les types de design, donc sur les plans vraiment réglementaires et scientifiques. Et après, souvent, on organise des essais au niveau international. On organise le déplacement des patients vers des centres référents. D'habitude, on le fait en Europe. Et carrément, on essaye de le faire, mais ça pose des difficultés pratiques. Ça peut prendre du temps. Et donc, il y a moins d'essais dans les maladies qui sont très, très rares. Des fois, ce n'est pas idéal. Et vraiment, il y a un effort de la part des promoteurs et aussi des soignants pour essayer de faire avancer les choses, même pour les maladies les plus rares. Des fois, on n'arrive pas à trouver des vraies solutions, mais il y a toujours un effort pour y arriver. Et donc, ça, c'est un diapo qui montre comment ça peut être difficile et ça prend beaucoup de temps pour passer de la recherche préclinique à partir des recherches exploratoires sur beaucoup de molécules jusqu'au moment dont on arrive à obtenir de pouvoir utiliser les médicaments dans l'activité clinique à
habituel. Et je tiens à souligner qu'une fois que les médicaments sont approuvés, surtout s'il s'agit de traitements innovants ou qui ne sont pas très connus, donc pour des premières utilisations dans une maladie spécifique, il y a une longue phase post-marketing. Ça veut dire que le fait que les médicaments soient commercialisés ne veut pas dire qu'on arrête de l'étudier. Et donc, on peut continuer à faire des essais sur des patients qui sont traités même de façon clinique pendant des années. Tout ça, ça peut prendre jusqu'à 20 ans. Donc là, on essaye de mettre en place des stratégies au niveau scientifique, mais après, à tout niveau d'études, pour essayer de rendre un peu plus rapide toute l'histoire, carrément pour essayer de donner accès à des traitements innovants à un nombre croissant de patients. Mon opinion, c'est que ça devient un peu plus rapide, mais quand même, ça reste un très long processus. Et après, pour finir, c'est un peu pour vous montrer comment ça marche dans la pratique. C'est-à-dire que, bien sûr, les patients, il est au centre de toute l'organisation. Du coup, l'objectif, c'est de traiter les patients. Et sans les patients, on ne peut rien faire. Donc, notre objectif, mais en général, l'objectif, c'est de protéger le patient et de le mettre dans la condition de pouvoir participer. Et donc, vous les voyez, il n'y a que 2 photos, mais bon, tous nos patients sont importants. Et autour du patient, il y a plusieurs intervenants qui participent à le déroulement de chaque étude, à partir de la partie préclinique, des analyses des labos. On passe par les ARC et tous les personnels de soutien à la recherche qui fait vraiment l'organisation et accompagne les patients dans toutes les étapes. Ils s'occupent de toute la gestion documentaire parce que du coup, tout doit être contrôlé et bien documenté pour pouvoir analyser les résultats. Et en même temps, on a bien sûr les médecins, on a les kinés qui font les évaluations, on a les équipes qui font les évaluations en IRM. Donc, ça implique beaucoup de personnel très formé et des structures avec des locaux à disposition, des machines à disposition. Et donc, ça coûte très cher. On peut arriver jusqu'à 1 million d'euros pour un essai clinique. Mais ça, carrément, ça peut être une limite. Mais en même temps, l'effet que ça coûte cher implique que, c'est un peu une assurance du fait qu'on implique des personnes qui sont très formées et qui se mettent à disposition pour que les résultats soient les plus fiables possibles dans l'intérêt des patients. Et donc, à vous la parole. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Je vais arrêter les partages, comme ça je vais vous voir peut-être. Merci beaucoup, Georgia, pour cette présentation très claire, je pense, mais nous avons quand même eu beaucoup de questions pendant que tu parlais. Très bien. Donc, je vous propose de les prendre un petit peu dans l'ordre où elles sont arrivées ou de les regrouper s'il y en a qui se ressemblent. Et puis, vous me dites si vous préférez que je lise la question ou si vous souhaitez la poser. Donc, il y avait monsieur ou madame Bignon qui était connecté, qui avait une question concernant sa maladie, qui est la calpaïnopathie, et l'âge par rapport au fait de pouvoir intégrer une recherche clinique ou un essai clinique. Alors, Madame Bignon, vous voulez en dire plus peut-être ou... Non, alors voilà, en tout cas sa question c'était ça, est-ce qu'il y a un âge peut-être limite ou critique pouvoir entrer dans un essai, voilà, par rapport à certaines maladies ou pas? Il y a toujours des critères d'âge. Alors, ça dépend de l'essai. En général, 68 ans, ce n'est pas du tout limitant. On a souvent, ça dépend si ce sont des essais chez les adultes. D'habitude, on commence à partir de 16 ou 18 ans, en sachant qu'il y a des essais dédiés aux enfants. Ça, on le fait pour adapter le plus possible l'essai aux nécessités du type de patient. La marge supérieure, d'habitude, c'est vers 80-85 ans. Donc, c'est très large, sauf dans des cas exceptionnels qui impliquent des traitements qui peuvent être très, très lourds. Et donc, dans les phases initiales d'études, on sélectionne des petites tranches d'âge pour s'assurer que les patients peuvent tenir les traitements, même s'il est très lourd
sur le plan physique. Ceci dit, dans les phases 2 et 3, on essaye vraiment d'élargir jusqu'à à des sujets très âgés, parce que l'objectif, c'est du coup de pouvoir traiter tout le monde. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ça a répondu à la question de Georgia. Ensuite, nous avions plusieurs questions de monsieur ou madame Bibot. Oui. Vous souhaitez les poser en direct? Si vous souhaitez parler, je vous invite juste à rallumer votre micro et vous pouvez poser la question quand je donne votre nom. Alors, monsieur ou madame Bibot voulait savoir s'il y avait un essai clinique pour la DMC d'Ulrich. Première question. Et sa deuxième question concernait un médicament Omigapil qui avait été mis sur le marché pour savoir si tu le connaissais, ce que tu en pensais. Il va peut-être nous dire pour quelle pathologie c'est. Alors, chez nous et du coup en France, il y a des essais d'histoire naturelle qui se font, mais nous n'avons pas d'essais thérapeutiques à ce moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pardon, je regarde. Sur la DMC d'Ulrich, tu parlais. Oui. Et je regarde, pardon, je cherche dans les chats les noms de médicaments pour. Ah, c'est Omigapil. Omigapil. Alors, Omigapil. Alors, comme ça, je ne sais pas vous répondre, mais je peux me renseigner si vous voulez. Je peux vous faire un retour. Alors, j'ai un lien sur le site internet de l'AFM, si vous voulez. Je vais vous le mettre dans la conversation. C'était sur un essai qui s'appelait Callisto de phase 1, apparemment, sur la dystrophie musculaire congénitale chez des enfants. Donc, je pense que c'est celui-ci. Je vais juste vous mettre le lien d'une actualité qui a été postée sur le site internet de l'AFM récemment, en septembre. Peut-être que ça va vous donner plus d'infos, puisqu'il semblerait que le laboratoire, pour l'instant, ait arrêté en tout cas le développement de la molécule. Oui. Voilà. De toute façon, il n'est pas proposé d'habitude chez nos patients, parce qu'il y a il ne fait pas partie, disons, de notre routine clinique et il n'y a pas d'essai à ce moment sur ça. Donc, on espère qu'on aura des développements de molécules plus efficaces et peut-être avec moins d'effets secondaires. Ok. Ensuite, j'avais une question sur est-ce qu'il y a des essais cliniques maintenant ou qui démarreraient prochainement sur les dysferlinopathies, donc LGM2-DB-R2. Il y a un essai d'histoire naturelle qui est en cours actuellement chez nous. Donc, les inclusions sont ouvertes. C'est une histoire naturelle, ça veut dire que les patients sont suivis au cours du temps. Notamment, ils viennent tous les 6 mois pour faire une évaluation de la fonction motrice, donc une évaluation kiné dans la pratique, et une IRM musculaire ainsi comprise de sang pour tester des biomarqueurs moléculaires, mais il n'y a pas de traitement. Donc, l'idée, c'est que ce soit un peu la porte d'entrée pour des essais thérapeutiques, en sachant qu'il y a des pipelines, donc de stratégies, des traitements qui sont testés, par exemple, au Génétome et dans plein de laboratoires, et que donc, on se prépare au fait qu'on aura testé des médicaments bientôt. Du coup, pour avoir l'information, les sites de la FM Téléthon met à jour la liste des essais actifs tous les trimestres, je pense. Oui. Quand même de façon régulière. Et d'habitude, il met en contact du centre qui fait les inclusions. Donc, vous pouvez nous contacter par ces biais-là. Et j'ai remis dans la conversation également le site donc Clinical Trials auquel tu as fait référence, qui est en anglais par contre, qui référence tous les essais en cours, et le site aussi de l'ANSM sur la partie essais cliniques des médicaments, parce qu'il vous renvoie par maladie. C'est assez bien fait pour trouver les essais cliniques en cours aussi en français. Et j'ai aussi mis la liste, de la page de nos essais cliniques en cours à l'Institut de myologie où tu as toutes les références par maladie. C'est ce que j'allais dire, que du coup, le site de l'Institut de myologie affiche une liste et il y a aussi un contact mail. Donc, vous pouvez nous faire un mail et on va vous recontacter. Comme ça, on peut en discuter de façon un peu plus précise. C'est ça. Alors après, j'avais
une autre question, je crois que c'était Claire qui nous posait la question de savoir s'il y avait enfin à quelle phase on était sur la thérapie génique de la maladie de Duchenne, s'il y avait eu des premières évaluations communicables sur les enfants qui avaient été traités il y a quelques mois. Alors je crois qu'il y a plusieurs essais en cours sur la maladie de Duchenne. Et si le registre national de cette maladie via les hôpitaux était bien la source de sélection pour proposer des essais. Oui, alors, il y a plusieurs choses à dire. C'est vrai, il y a plusieurs essais. Nous, en tant qu'Institut d'immunologie, on participe à l'essai promu par les Génétons et je pense qu'il y a une communication officielle là-dessus, mais du coup, on a eu un patient traité qui a développé des effets secondaires sévères. Et donc, pour l'instant, l'essai est arrêté pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a déclenché ces effets secondaires avec un risque majeur pour l'enfant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre. Et surtout, en parallèle, il y a d'autres essais promus par d'autres labos pharma qui sont en cours, pas chez nous, mais dans d'autres hôpitaux en Europe. Je ne pense pas qu'en France, il y en a beaucoup. Et du coup, pour ce qui concerne les registres, le registre est bien actif. On continue à recruter des patients. Et oui, c'est une bonne source de sélection. C'est-à-dire qu'au moment dont on est sollicité pour un essai thérapeutique, l'idée, c'est que chaque centre puisse se référer à la liste des patients et aux informations qu'on a sur les patients qui font partie du registre pour pouvoir après contacter les patients. En même temps, pour des essais très importants comme la thérapie génique dans la maladie de Duchenne, on essaye de communiquer là-dessus. C'est-à-dire que l'Institut d'immunologie, plutôt que la FM Téléthon ou les labos pharma, il va passer l'information surtout sur les sites internet pour dire que l'essai est actif. Donc, nous allons vous contacter. Notre cohorte des patients Duchenne, enfin, on la connaît bien, donc on va bien sûr contacter les patients. En même temps, les patients vont être informés de ce type d'essais. Ce sont des essais qui sont complexes, très attendus et il n'y a pas assez de centres qui participent. Donc, d'habitude, on communique beaucoup là-dessous. Si ça vous arrive de devoir passer l'information et que vous n'avez pas été contacté, n'hésitez pas à contacter votre médecin, votre neurologue référent ou directement, vous pouvez nous contacter, on va vous donner toutes les informations. Des fois, ça prend du temps pour contacter les patients parce que la mise en place d'un essai peut être très compliquée. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie réglementaire à faire, beaucoup d'administration. Et après, il y a les circuits du patient à créer, la surveillance à mettre en place. Donc, des fois, nous avons bien la liste des patients, mais ça prend un peu de temps pour appeler tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on vous donne toutes les informations. Vers nous ou vers les centres notre centre référent, mais vers votre médecin qui va être informé sur tous les détails. Vous orienter au bon endroit. Alors, il y avait une autre question de Madame Soumeya Afid qui disait est-ce qu'il y a une base de données sur laquelle les patients peuvent partager leurs dossiers médicaux, par exemple des résultats de tests génétiques, mais en anonyme, et depuis laquelle les chercheurs ensuite peuvent aller tirer des données? Alors, non, d'habitude, ça ne se fait pas comme ça parce qu'il y a un risque. Il y a un risque pour ce qui concerne la protection des données lié au fait de mettre des dossiers sur une plateforme, notamment pour ce qui concerne les tests génétiques. On essaye de ne pas les partager. Ceci dit, il y a des registres qui sont très importants. Chaque centre a sa liste des patients. Et notamment pour les dysphérinopathies, il y a la fondation Jane. C'est une fondation américaine qui fait des liens un peu... qui est la fondation des références pour la dysphéropathie dans le monde. Et on peut la contacter. Ils ont une adresse mail sur leur site. Et du coup, ils gardent une liste des patients qui les ont contactés et ils nous les adressent s'il y a un essai. Ça nous arrive que la fondation nous contacte pour nous dire il y a tel patient qui n'est pas suivi chez vous, mais qui aimerait bien participer. D'accord. C'est Jane, la fondation Jane, oui, pour la dysphéropathie. Je vais vous mettre le lien si vous voulez. J'ai trouvé le site. Voilà, ça peut faciliter les choses.
Voilà, nous avions encore une question, je crois, qui n'a pas été traitée. Merci à Monsieur et Madame Bibot qui nous dit qui remercie pour ta réponse et un grand bravo pour le travail que vous faites tous. Merci Monsieur Bibot ou Madame Bibot. Ah oui, alors une question qui revient souvent et qu'on entend, on a souvent entendu des comparaisons avec le vaccin pour la Covid. La question de Florence dit que si un essai clinique dure en effet 10 ou 20 ans à être préparé ou prêt, en tout cas à être fait, pourquoi est-on arrivé finalement à sortir un vaccin Covid-19 en moins d'un an? Alors, je ne sais pas si tu auras toutes les réponses, mais on peut peut-être déjà donner des pistes. Je peux vous donner mon opinion après. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses, effectivement. Bon, le contexte n'est pas le même. Enfin, parce que nous, on parle toujours des maladies neuromusculaires rares, avec des mécanismes pathogéniques qui sont souvent complexes. Et donc, on parle sur des stratégies de traitement qui sont aussi plutôt complexes. Et en plus, le fait que la maladie soit rare implique que souvent, on connaît moins bien par rapport au Covid ou à d'autres maladies infectieuses qui contaminent beaucoup de monde. Donc, on a des cohortes énormes. Enfin, pour ce qui concerne les maladies neuromusculaires, on n'aura jamais 1 million de patients à inclure dans une base de données. Ça, c'est pas possible parce qu'on n'a pas 1 million de patients. Pour le Covid, on a eu beaucoup d'informations. On peut discuter de la qualité des informations qui ont été recueillies dans l'urgence de la première vague et tout, mais quand même, pour avoir participé aux essais qui ont été menés sur le Covid, on s'est retrouvé avec beaucoup d'informations. Il y a eu un effort scientifique, un gros effort scientifique pour partager les informations en temps réel. Mais ça, peut-être on ne dit jamais, mais au-delà de tout ce qui est labo pharma et production de vaccins, avant d'arriver à ça, il y a eu vraiment un effort et une collaboration des scientifiques et des cliniciens dans le monde qui n'avait jamais été fait avant, avec des côtés positifs et des côtés négatifs comme tout. Et après, développer un vaccin, c'est plus simple que de développer une thérapie génique pour une maladie rare, en sachant qu'on part sur des molécules qu'on connaît depuis longtemps. Et du coup, les vaccins, c'est pas qu'il existe déjà, mais la stratégie, les mécanismes moléculaires, il existe déjà. Donc, on l'adapte au Covid. Après, on peut bien sûr discuter du fait que ça a été très rapide. Il y a eu aussi un énorme effort, correct ou pas, je ne rentre pas là-dedans, mais sur le plan économique et politique. Donc, ça veut dire que, ça c'est la démonstration. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on garde cette idée que si on veut faire un essai dans un court délai, on peut. Il faut mettre beaucoup d'argent, payer beaucoup de personnel et mettre de la pression au niveau des autorités pour qu'ils ils évaluent les protocoles de façon rapide. Donc, c'est clair que pour d'autres maladies, on n'a pas la même pression médiatique et sanitaire qu'on avait pour le Covid. Et c'est vrai que c'est plus long pour plein de raisons qui des fois ne sont pas justifiées. Après, oui, ça a été rapide et comme je le disais, il y a toute une phase de surveillance et d'essai post-marketing qu'on est en train de faire. Après, on peut discuter du fait qu'on l'a fait sur nous, mais je pense que l'objectif n'est pas de discuter du vaccin en soi, mais quand même, il a été développé rapidement parce qu'il y a eu un effort mondial pour le développer. Il faudrait les prendre exemple pour se dire qu'il faut faire les mêmes efforts pour d'autres maladies, mais c'est pas super facile à chaque fois. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de tous et des donateurs pour notamment tout ce qui est fait autour du Téléthon. Chaque année, ça rapporte quand même des millions qui aident vraiment la recherche, faut pas l'oublier. Parce que sans la générosité du public, le Téléthon, ça n'existerait pas. Et je pense que des recherches n'auraient peut-être même pas vu le jour. Donc, nous, dans nos labos, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup une question de moyens quand même, de ressources. Et c'est très bien que tout le monde y participe. C'est ce qui permet de faire avancer les choses, en tout cas. Oui, je rajoute un petit message pour Madame Afid. Du coup, oui, c'est bien de contacter l'AFM, mais peut-être que c'est mieux de nous contacter nous directement. Oui. Je ne sais pas si Delphine, tu as déjà partagé notre site.
Oui, j'ai partagé le site, mais Madame Afid, vous pouvez, sur le site de l'Institut de myologie, où vous voyez que j'ai mis dans la conversation, vous pouvez adresser une question directement dans notre rubrique contact et elle sera traitée, elle sera transférée à Georgia qui pourra vous répondre en direct plus particulièrement si vous le souhaitez. Comme ça, on évite les passages de l'AFM qui va me renvoyer et ça Oui. va être un peu plus rapide. Parfait. Comme vous voulez, mais c'est peut-être plus facile comme ça. Elle va le faire, c'est très bien. Merci, Madame. Parfait. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions en tout cas qui ont été posées dans le chat. Mais si quelqu'un souhaite en poser encore une autre ou deux, on peut encore prendre une ou deux questions. Là, il est 19h50. Si vous le souhaitez, même la poser en direct, allez-y, prenez la parole. Et en général, l'idée, c'est n'hésitez jamais à contacter, que ce soit l'AFM, l'Institut de myologie ou votre neurologue référent pour lui poser des questions sur les essais en cours. Enfin, on essaye un peu d'expliquer comment ça marche, mais ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'évolutions. Donc, il faut vraiment poser des questions. Et je trouve que les sites, notre site, mais l'essai de la FM Téléthon, il est très bien fait. Il y a pas mal de fiches techniques qui expliquent, il y en a sur les essais cliniques, et la liste est vraiment bien. On la met à jour régulièrement, en tout cas on essaye pour la partie adulte et puis enfant aussi, puisqu'on gère les deux sites. Si vous allez sur la plateforme, je vous ai mis aussi le lien de la plateforme d'essais cliniques iMotion Enfant, qui est basée à Trousseau, mais qui dépend de l'Institut de myologie aussi, donc n'hésitez pas. Alors, il y a une question qui vient d'arriver de Monsieur Bibot ou Madame Bibot. Pensez-vous qu'avec l'ARN messager, les progrès seront plus rapides? La technologie, en tout cas, de l'ARN. Je ne sais pas si l'ARN messager en soi, mais je pense que le développement des biotechnologies va vraiment rendre les progrès plus rapides. Donc, que ce soit ARN messager ou thérapie génique par adénovirus ou autre chose, parce que là, il y a vraiment un développement hyper rapide. Enfin, je sais que souvent, les patients ont l'impression que ça ne bouge pas. Peut-être que c'est vrai un peu, mais quand même, de notre point de vue, ça évolue tous les jours et du coup j'étais en retard ce soir parce que j'étais en RCP, c'est une réunion nationale d'experts sur la myotrophie spinale et on était en retard parce que du coup il y a les risques diplômes qui est un nouveau traitement par voie orale qui vient d'être approuvé sans limite et donc ça nous a mis un peu en difficulté parce que ça change complètement la donne d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est pour dire, c'est très positif. Après, il faut que les médecins s'organisent un peu pour traiter les patients, on va le faire. Mais là, c'est vraiment une nouvelle d'aujourd'hui. Donc, ça a un peu prolongé la réunion. Mais c'est pour dire que, il y a 4 ans, 5 ans, il n'y avait pas de traitement. Après, il y a eu le Spinraza, qui est très, très connu. C'était un des premiers traitements pour les maladies neuromusculaires qui est un oligonucléotide antisens, et il fallait l'injecter par voie intrathécale, il y avait plein de contraintes. Et là, d'un jour à l'autre, on développe un autre médicament, à voir s'il marche, il faut bien tester tout, mais quand même, l'évolution de la biotechnologie est tellement rapide que d'un an à l'autre, on a beaucoup de molécules qui se développent avec des techniques qui peuvent être très intéressantes en général dans les maladies génétiques. Donc, moi, je suis optimiste, j'espère d'avoir raison, mais je pense qu'on va avoir des développements très intéressants dans un délai plutôt court. Ça a changé beaucoup parce que quand moi, j'ai commencé à faire de la myologie, on ne discutait pas des traitements. Ça n'existait pas. Et là, du coup, nous avons des réunions dédiées presque tous les jours pour discuter des traitements, quel est le meilleur traitement pour chaque patient. On réorganise complètement les structures de soins pour permettre aux patients d'être traités. Et donc, je pense qu'il y a une évolution très, très rapide et que du coup, les biotechnologies ont ouvert pas mal de portes. Après, l'ARN messager en soi, oui, peut être utile, mais quand même, il faut tester à chaque fois pour démontrer qu'il est bien utile dans les cas spécifiques. Et j'ai oublié de signaler en début, en présentant l'Institut de myologie tout au départ, que notre institut a quand même 25 ans. Il a été créé par la FM Téléthon en 1996
Et la plateforme d'essais cliniques, les plateformes d'essais cliniques, les premières ont été ouvertes en 2015. Et vous voyez que tout s'accélère puisqu'on a pu ouvrir la plateforme d'essais cliniques adultes il y a à peu près 2 ans maintenant. Et donc tout s'accélère. Et déjà en 1 an, l'année dernière, Georgia, il y a eu une vingtaine d'essais cliniques qui ont été lancés au niveau chez les adultes dans notre plateforme. Donc tout ça en 1 an alors qu'il n'y avait rien avant. Donc on se spécialise. L'Institut, c'est vraiment de myologie, c'est vraiment axé sur le muscle et toutes ses pathologies. Donc il y aura vraiment des développements à venir importants. Et l'ambition de notre institut, c'est aussi de devenir une fondation du muscle dans quelques années. Donc, c'est sûr que toutes les recherches vont s'accroître sur le sujet, les essais vont se développer. Et voilà, on espère qu'il y aura de plus en plus de traitements de plus en plus rapidement. Moi, je suis un neurologue de l'adulte, donc je peux vous parler beaucoup de tous les essais chez les adultes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les enfants. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de traitements qui vont cibler les enfants atteints des maladies neuromusculaires. Du coup, les enfants, les maladies neuromusculaires sont souvent des maladies pédiatriques, qui deviennent après des maladies de l'adulte, mais déjà, elles sont des maladies pédiatriques. Donc la cible primaire, c'est toujours l'enfant. Et du coup, c'est vrai que là, on a eu un problème avec notre essai de thérapie génique, mais du coup, il ne faut pas perdre l'espoir parce que déjà, l'effet d'avoir fait une thérapie génique dans la dystrophie des Duchenne, ça, c'est C'était une révolution déjà. Oui, du coup, la dystrophie des Duchenne pose des questions majeures pour ce qui concerne la thérapie génique, parce que la dystrophine, elle est énorme. Et donc, on n'arrive pas à faire rentrer les gènes dans les vecteurs, c'est ça le gros problème. Donc, ça rajoute des problèmes par rapport à d'autres maladies. Donc, déjà, le fait qu'on arrive à créer un vecteur qu'on peut injecter, ça, c'est déjà c'est déjà quelque chose de très positif. Après, des fois, on essaye et ça ne marche pas. Et l'important, c'est aussi qu'on arrive à identifier quels sont les problèmes pour réessayer et avoir des résultats meilleurs. Donc, je ne peux pas parler pour les génétons de toute façon, mais je pense qu'on va bientôt réessayer. Donc, oui, je pense que les biotechnologies vont vraiment changer un peu la vie des patients. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions très intéressantes. Nous espérons que Georgia a pu répondre à l'essentiel. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite ou vers l'AFM. Il y a aussi une ligne accueil famille qui répond à toutes les questions en permanence. Vous avez le numéro directement sur le site de l'AFM. Donc, pour d'autres questions que vous auriez à l'avenir, n'hésitez pas. Il y a Monsieur Deneux ou Madame Deneux qui est en train d'écrire. Je ne sais pas s'il souhaite poser une question. J'attends. En tout cas, nous vous remercions d'avoir participé à cet apéro au labo. Il y en a encore 2 demain pour clôturer la semaine de la fête de la science. Demain, ce sera sur les thérapies géniques ex vivo, donc avec une chercheuse de Généton, un autre labo de l'AFM Téléthon, et un autre sur les maladies rares, comme modèle pour les maladies fréquentes, avec 2 intervenants également, un de l'AFM et le directeur de la Fondation Maladies Rares. Donc, nous vous invitons à les suivre également, et ils seront tous en replay, enregistrés sur le site fêtedelascience.fr, afmtéléthon.fr. Donc voilà, nous vous invitons en tout cas à venir célébrer toutes les victoires qui ont déjà eu lieu grâce à l'AFM pour beaucoup d'enfants et beaucoup de malades et beaucoup d'adultes également, les 3 et 4 décembre prochains. Donc la grande émission, le grand prime du Téléthon chaque année. Il y a déjà beaucoup d'animations qui se déroulent aussi sur le terrain. Si vous souhaitez vous investir d'ailleurs dans une animation Téléthon ou être donateur, c'est possible aussi. Vous pouvez le faire via le site de l'AFM Téléthon. Ce n'est pas trop tard. Et en tout cas, n'hésitez pas à regarder l'émission et à suivre les avancées parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui se passent, qui sont très intéressantes et vous aurez les chercheurs sur le plateau qui expliqueront les dernières avancées et les familles, les patients qui ont déjà reçu des traitements qui seront là aussi pour témoigner. Voilà, mais merci à tous. Je pense qu'on va clôturer cet apéro. Vous êtes quand même restés longtemps avec nous. Il est 20h, donc nous avons tenu notre timing d'1 heure à peu près. Vous devez tous avoir faim maintenant peut-être. En tout cas, merci et nous espérons vous retrouver l'année prochaine. Merci Georgia.
Merci à vous. Merci à tous. Et en tout cas, tout le monde a l'air d'avoir apprécié la soirée. On a des merci pour les précieuses informations. Merci pour l'énergie. C'est important, tous ces partages. Bonne soirée à tous. Voilà, c'est les petites remarques que j'ai que j'ai dans le chat. Précieuses informations. Bravo. Merci pour vos réponses. Voilà. Donc, merci Georgia et merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Vous pouvez quitter la conversation. Merci.